Pardon, j'ai mis dans mon cours sur présentation PowerPoint. Vous le voyez? Oui, on D'accord, arrive très à bien. voir. Ok. Donc là, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a un choix à faire. Si on veut augmenter le transfert, on est obligé de passer par l'augmentation du nombre de Reynolds. Car l'augmentation du nombre de Reynolds fait diminuer les couches limites thermiques, c'est-à-dire les résistances thermiques. Donc on peut diminuer la résistance thermique de manière à avoir une température T1 presque à la part. Mais vous le payez très cher. Comment ça? Vous payez très cher d'un point de vue paire de charge. C'est les paires de charge qui vont être très élevées. Et donc la consommation électrique qui va être très élevée. Alors, donc ça c'était... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Alors, je disais, on le paye très cher d'un point de vue paire de charge. Donc, on va maintenant présenter rapidement la méthode de Kern. Elle se base sur la méthode que vous connaissez déjà, celle qu'on a utilisée pour dimensionner un échangeur double tube. Donc, j'ai appelé le fluide froid toujours le fluide 1 en bleu, le fluide chaud 2 en rouge. J'appelle petit nt le nombre total de tubes qui va constituer mon faisceau. J'appelle grand nt le nombre de passes côté tube. Dans ce cas, j'ai juste pris comme ça au hasard 2 passes côté tube. Et nc, le nombre de passes côté calandre. J'ai pris kiff au hasard 2 passes, c'est-à-dire j'ai choisi la calandre F. 2 passes côté calandre. Bien. Je vais appeler W les débits massiques, Cp les chaleurs spécifiques à pression constante, T 1 pour le fluide froid, 2 pour le fluide chaud, E pour entrée, S pour sortie. Et je commence par mettre la première formule, ou bien la première expression de transfert thermique. Celle qui dit que tout le flux thermique perdu par le fluide chaud, toute la chaleur perdue par le fluide chaud, est entièrement récupérée par le fluide froid, si et seulement s'il n'y a pas de perte. Ceci suppose que vous avez parfaitement calorifugé votre échangeur. Quand vous ferez des études en vrai, vous verrez que vous n'aurez jamais cette égalité. Il y a toujours des pertes. Donc pour ce cas, je me suppose que je suis dans un cas parfait, c'est-à-dire le régime de transfert thermique est stationnaire et l'échangeur est parfaitement isolé de l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez mis du calorifugage, un isolant à l'extérieur. Bien, la deuxième relation de flux, c'est la plus importante. C'est celle qui dit que le flux, c'est égal à US delta TML. Comme nous avons un écoulement mixte au sein de l'échangeur, cette formule va être corrigée par un coefficient qu'on appelle F, le coefficient de correction F. Alors, U, vous le connaissez, c'est le coefficient global de transfert thermique par rapport à la surface extérieure S2, et la delta TML aussi, vous savez ce que c'est. Donc je vais maintenant à présent aller dans le vif du sujet et commencer. Je ne parle pas de ça, c'est les différentes... comment ça quand vous avez un dépôt, c'est lorsqu'il y a un dépôt, vous avez un dépôt D1 et un dépôt D2 sur la surface intérieure du tube et sur la surface extérieure du tube. Le tube intérieur a un rayon R1, le tube extérieur a un rayon R2. Alors comment se modifie U? U sale, U encrassé. On rajoute les résistances d'encrassement R du dépôt 1 et RD2 du dépôt 2. Et en maintenant le coefficient de convection intérieur, les coefficients de convection extérieur et bien sûr la conduction à travers l'épaisseur du tube.
généralement, cette conduction est généralement négligeable, puisque le coefficient de la conduction, est très importante. C'est un matériau généralement noble que l'on met, du cuivre ou bien un métal qui soit très bon conducteur, puisque c'est le but recherché. Alors, rapidement, je vous présente sans commenter lorsque je réalise les changements, c'est-à-dire, regardez bien, la surface S1, elle a été diminuée de ce dépôt. Donc c'est depuis le nouveau rayon, c'est-à-dire R1 moins D1 fois L. La surface latérale S2, c'est une nouvelle surface. Elle a été augmentée par ce dépôt D2. Donc je rajoute plus D2 fois L depuis R2 plus D2 fois L. Et donc nous tombons à la fin sur cette formule qui nous donne U en fonction des coefficients de convection, des rayons, des dépôts, la conductivité thermique du matériau, mais surtout pas elle se simplifie partout, elle disparaît. Donc quand vous allez vouloir calculer U sera accessible. U sera accessible. Bien. Alors je passe maintenant c'est pas la peine de vous parler de ça, on a déjà vu ça. On parle maintenant du dimensionnement. Une partie est simple et une partie est très compliquée. Pourquoi compliquée? Parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Commençons. Nous avons donc un faisceau plein de tubes, beaucoup de tubes. Comment est-ce qu'on va faire le raisonnement pour calculer H1, le coefficient de convection dans le tube, à l'intérieur du tube? Eh bien, on va raisonner sur un seul tube, uniquement un seul tube. On ne fera pas le raisonnement sur tous les tubes. Pour calculer le nombre de Reynolds, c'est-à-dire pour accéder à H, on va calculer H dans un seul tube. Pour la calandre, ça viendra, c'est un peu plus compliqué, on va voir comment on va faire dans les diapositives qui suivent. Donc commençons. Je vous représente une section droite de la calandre. Là, voici le sens d'écoulement. Nous avons par exemple deux passes, j'ai pris au hasard deux passes. Voici les tubes qui constituent la partie supérieure du faisceau et les tubes qui constituent la partie inférieure du faisceau. Bien. Donc j'ai deux passes côté tube. Deux passes côté tube. D'accord? Bien. Je vais maintenant envoyer tout ce qui va arriver ici. Le débit qui va arriver va traverser la passe supérieure, qui a un rayon intérieur de R1, c'est-à-dire D1. R1. Et on nous demande de donner la section droite par passe, c'est-à-dire cette section droite multipliée par ce nombre. Ça va être la section droite d'un tube, pi R1 carré, multiplié par ce nombre de tubes. Mais c'est quoi ce nombre de tubes? C'est le nombre de tubes total divisé par le nombre de passes. Vous avez donc la surface de tous ces tubes. De tous ces tubes. C'est la section de passage offerte au fluide par passe. Par passe. Bien. Si on nous demande maintenant le débit massique, les kilogrammes par seconde, l'expression du débit massique, c'est W, c'est ρ, U, ρ, U fois la section, fois la surface, A, AT. Donc ça va être ceci. ρ1, U1, AT. ρ1, U1, AT. Maintenant, donc je résume ce que j'ai fait tout à l'heure. Voici ce que j'ai trouvé. La section droite par passe. Pi R1, la section droite d'un tube multiplié par le nombre de tubes par passe. Débit massique, le voici, je remplace AT par son expression, le voici. Et on pourrait me demander maintenant, puisqu'on a dit qu'on faisait le raisonnement sur un seul tube. Un seul tube. Bon, donc dans un seul tube, c'est ρ1 U1 multiplié par la section d'un seul tube, c'est-à-dire pi R1 carré. Pi R1 carré. ρ1
U1 fois pi R1 carré. Ou alors, c'est W divisé par ça, par 1T sur 1T. Petit 1T sur grand 1T. Très souvent, dans les exercices qui traitent du transfert dans les échangeurs tube-calandre, nous avons affaire à non pas le débit massique, ni le débit volumique, ni la vitesse débitante, la vitesse moyenne, mais on nous donne le flux massique, les kilogrammes par seconde mètre carré. Mais c'est le flux massique G. Le flux massique G, c'est ρ U. C'est ρ fois U. Donc le voici. ρ fois U. Ça veut dire que G va être égal à W1', le débit massique qui passe par un seul tube, divisé par pi R1 carré. On a bien ρ1 U1. Voilà. Donc résumons. Dans la méthode que nous avons élaborée au premier semestre et même l'année dernière pour ceux qui étaient avec moi en L3, pour pouvoir calculer H, il nous faut d'abord déterminer quel est le régime d'écoulement. S'agit-il d'un régime laminaire, turbulent ou intermédiaire? Déterminer la valeur du nombre de Prandtl. Une fois que nous avons ça, nous choisissons la corrélation adéquate pour accéder ensuite à H à travers Nusselt, nombre de Nusselt. Donc, le nombre de Reynolds, je vous ai donné tous les cas possibles en fonction de la vitesse débitante, le voici. Rho fois la vitesse débitante fois le diamètre divisé par la viscosité dynamique, ou alors en fonction du débit massique, du flux massique et même du débit volumique. Voici toutes les expressions. En fonction du flux massique, le débit massique et du débit volumique. Nous devons aussi, comme je l'ai dit, déterminer la valeur du nombre de Prandtl, Cp mu sur K, pour pouvoir accéder ensuite à Nusselt, c'est-à-dire à travers une corrélation, par exemple celle de Seider et Tate que vous devez tous connaître en régime turbulent. Oui, il ne faut pas oublier que les propriétés physiques K, mu, ρ et Cp sont déterminées à la température moyenne, entre l'entrée et la sortie. La température moyenne. Voilà donc pour le côté tube. Une fois que j'ai ça, je peux accéder à H à l'intérieur du tube. H à l'intérieur du tube. Ça, tout le monde connaît ça normalement. C'est exactement ce que nous avons fait au premier semestre. Je vais à présent passer à la partie la plus délicate, c'est-à-dire à l'intérieur de la calandre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la calandre? Alors, nous commençons comme ceci. Nous avons affaire à un écoulement croisé. S'il y a un écoulement croisé, ça veut dire qu'il n'est ni courant ni contre-courant. C'est un écoulement qui va être perpendiculaire au faisceau. Par conséquent, sans que je vous le dise, vous savez qu'il va y avoir des chicanes transversales. Et voici. Donc voici mon échangeur de chaleur. Voici le diamètre de la calandre. Et je vais maintenant mettre les tubes, le faisceau. Et je vais interposer 3 chicanes. La distance qui sépare 2 chicanes successives, on l'appelle B. Elle sépare le milieu de la chicane. Voici, B. Je suppose que la chicane a une épaisseur non négligeable E. J'en note E. Vous voyez que l'écoulement, il est perpendiculaire presque au faisceau. Et plus j'aurai de chicane, plus l'écoulement sera croisé, perpendiculaire, et on tend vers un écoulement à contre-courant. Bien. Alors, la question qui va nous être posée, quelle est la distance qui sépare 2 chicanes successives? C'est B diminué de la demi-épaisseur, ici et ici. B diminué par 2 fois la demi-épaisseur. Ce qui me donne B moins E. B moins E. Bien. Maintenant, je vais faire pratiquer une coupe. Virtuelle. Donc, je vais couper mon échangeur ici, une coupe AA. Et je vais voir par-dessus. Je vais regarder par-dessus. Je vais donc voir les tubes et l'épaisseur de
Comment? Donc je disais, s'il vous plaît, coupez vos micros, comme ça on s'entend, sinon on ne s'entend plus. Alors, est-ce que c'est... Donc, je disais, donc, je reprends. Alors, reprenons. Pratiquons une coupe AA, au niveau du centre de l'échangeur, et regardons par-dessus. Regardons par-dessus. On voit ça. Je suis en train de regarder ici, comme ceci, par en haut. Je vois les tubes, les voici, et je vois la chicane. Bien. Puisque l'écoulement est croisé, il va venir pénétrer comme ceci. Il va pénétrer ces rectangles, comme ceci. Je suis en train de voir par le haut, par le haut. Je vois ça, cet espace et cet espace. Commençons d'abord par calculer la distance qui sépare deux tubes successifs. D'abord, la distance entre deux centres, c'est P, le pas, P. Mais l'échangeur, pardon, le tube a un rayon extérieur R2. Donc, l'espace entre deux tubes adjacents, c'est-à-dire cette distance, c'est P moins le rayon extérieur R2 moins le rayon extérieur R2. Il me donne P moins D, 2 fois le rayon extérieur moins D2. P moins D2. Bien. Donc j'ai préparé le terrain pour calculer la surface assurée. Je vais la faire sur la prochaine diapo. Je connais cette longueur et je connais cette largeur. C'est un rectangle, un parfait rectangle. Je vais calculer sa surface dans la prochaine diapositive. Donc voici la surface assurée. C'est longueur B moins E multiplié par largeur P, le pas, moins D2, c'est-à-dire le rayon R2, c'est le diamètre D2, moins ça, ça me donne D2. Ça me donne ceci. Bien, moi je n'ai pas un seul rectangle, comme vous voyez ici. Ici, si je regarde juste cette partie-là, je vois qu'il y a 3 rectangles. Il me faut calculer toute cette surface. Alors comment je vais procéder? Et combien il y a de rectangles? Alors on va suivre la méthode de Kern. Donc je veux avoir la section totale de passage. La section totale de passage. Pourquoi? Parce que je vais en avoir besoin dans les calculs des débits massiques, des flux massiques pour accéder au nombre de Reynolds. Tout ça, c'est pour préparer l'expression du nombre de Reynolds. Reynolds à l'extérieur des tubes, entre l'extérieur du tube et la calandre. Bien, alors, résumons. Nous avons trouvé la surface, la section de passage d'un rectangle. Il me faut avoir le tout. Donc je vais maintenant prendre la section droite de la calandre et me mettre au centre. Donc regardez, je vais faire cette coupe-là. Je vais couper ici. Voici la coupe. Et je vais aller uniquement au centre. Au centre, ici. Je suppose, c'est un exemple que j'ai pris. J'aurais pu prendre 16, j'aurais pu prendre 8. J'ai pris pour être simple 4 tubes. 1, 2, 3 et 4. Donc au centre, quand je coupe mon échangeur, il y a 4 tubes. Il y a 4 tubes. Bien. Les centres des tubes sont séparés, c'est le pas par P. Le pas P. Et le diamètre de la calandre, le voici. Comment s'exprime-t-il en fonction de P? Le diamètre de la calandre, DC, celui-ci, en fonction de P, ben, il y a 1, 2, 3P, plus une moitié de P et une seconde moitié de P. Ça me donne 4P. 4P. Bien. 4, c'est quoi? 4, c'est le nombre de tubes qui existent au centre. Donc, c'est le nombre de tubes au centre de la calandre. C'est 1C. Et P, c'est le pas. P, c'est le pas. Bien. Alors maintenant, la section totale. Monsieur, vous pouvez reprendre, j'ai pas compris. D'accord, je vais reprendre. À partir de quel moment?
Alors, je vais aller carrément... Monsieur, l'épée ou... Henaya, dans cette diapo? من كي بديت تحسب النمبر دي ريكتانجل تما ديجا تلفت لي D'accord. وطلع. Ok, je vais reprendre. Alors, bien. Dans la première diapositive, nous avons calculé la distance qui sépare deux chicanes. C'est B diminué de une épaisseur. Ça me donne B moins E sur 2 fois 2, B moins E. Nous avons aussi calculé la distance libre, celle-là, entre deux tubes, sachant que P, c'est le pas. Le pas, c'est quoi? C'est la distance qui sépare deux axes de deux tubes adjacents, deux tubes à côté, l'un à côté de l'autre. P, c'est la distance qui sépare deux centres. Bien. Moi, je vais avoir la partie en blanc, la partie libre. La partie libre, c'est P moins ça. Donc, P moins le rayon et le rayon. Ça me fait P moins 2 fois le rayon, c'est D, le diamètre. P moins le diamètre D2. Diamètre extérieur, bien sûr. Diamètre D2. Bien. Maintenant, on me demande calculer la surface de ce rectangle. La surface en rouge, hachurée. Ben, c'est longueur fois largeur. Ben, voici. Longueur, P moins E, fois largeur, P moins D2. Ça, c'est la surface d'un seul rectangle. Mais vous avez vu, le liquide, il arrive, il traverse tous les rectangles. Tous les rectangles. Donc, comment est-ce qu'on va avoir? Il me faut avoir tous les rectangles ici, présents ici. C'est-à-dire tout cela, tout ce qui est hachuré. Donc, je vais suivre une méthode qui est celle de Kern pour pouvoir savoir combien il y a de rectangles. Vous allez me dire, oh, il doit y avoir 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite ça rediminue. Mais comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller au centre. Je reprends mon schéma, je résume ce que j'ai trouvé. J'ai mon échangeur, je vais faire une coupe par la pensée. Je vais pratiquer une coupe, je vais couper mon échangeur ici. Je vais le couper ici. Je vais voir un cercle, le voici, dans lequel il va y avoir tous les tubes. Mais moi, je ne vais pas m'intéresser aux tubes du faisceau supérieur ni ceux du faisceau inférieur. Je vais uniquement m'intéresser aux tubes présents au centre de la calandre. Au centre. Je vais, par exemple, c'est un exemple que j'ai pris. En fait, il y en a plus. Il se pourrait qu'il y ait ici une quarantaine de tubes. Mais moi, j'ai pris, pour être simple, 4 tubes. J'ai pris, par exemple, quand je coupe ici, par la pensée, au centre, combien il y a de tubes? Eh bien, il y a 4 tubes. Bien sûr, quand je pratique la coupe, vous devez voir ça de face. C'est-à-dire, vous vous placez ici, vous regardez. Donc, je prends l'exemple de 4 tubes. Sachant qu'un tube est distant de l'autre de P, c'est le pas. Les centres sont distants l'un de l'autre de P. Sachant que le diamètre de la calandre, je l'ai noté grand DC. Grand D, indice C. Par conséquent, combien est-ce qu'il y a de P ici pour constituer DC? Il y a 1 P, 2 P, 3 P, une moitié de P et une autre moitié de P en rouge, que j'ai mis en rouge. Ce qui fait que le diamètre de la calandre DC, c'est-à-dire de là à là, en passant par le centre, il y a 1, 2, 3, et demi et 4. J'ai 4 P. Bien. Mais 4, c'est quoi 4? 4, c'est le nombre de tubes présents au centre. Donc je pourrais dire que DC, le diamètre de la calandre, c'est le nombre de tubes au centre multiplié par le pas. Le nombre de tubes au centre multiplié par le pas. J'ai pris l'exemple de prendre 4 P. Il se pourrait qu'il y ait 100 tubes. Vous mettrez ici 100 P. Donc ça, c'est le diamètre de la calandre. D'accord? Maintenant, pour avoir la surface totale, il va y avoir autant. Il y a un rectangle, 2 rectangles rouges, 3 rectangles et un 4e rectangle. Donc ça sera 1C, le nombre de tubes présents au centre, multiplié par la surface que j'ai calculée tout à l'heure, la surface hachurée en rouge. Comme 1C, ça peut être aussi le DC divisé par P,
Et A2, il est là. Je remplace le tout. NC, c'est DC sur P. A2, c'est P2 moins D2 fois B moins E. Voici la surface offerte côté calandre. Voici la surface totale offerte côté calandre. C'est de cette surface qu'on va parler lorsqu'on aura à traiter le calcul du nombre de Reynolds en fonction des débits, massique, volumique ou bien du flux massique. Comme l'épaisseur E de la chicane est généralement négligeable par rapport à la distance, on peut dire, approximer cette relation, AC sera à peu près égal à D, C sur P, facteur de P moins R2 multiplié par B. Je peux utiliser cette expression où je néglige l'épaisseur E de la chicane devant la distance B qui sépare deux chicanes. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? Alors, c'est un peu plus clair? C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors, Mieux maintenant, si vous voulez que je reprenne, je peux reprendre. Hein. Dites-le moi simplement. Il faut m'arrêter et me le dire. Hein. Monsieur, juste, vous avez dit, là, les chicanes, en dernier. Qu'est-ce que j'ai dit vous avez dit là, sur les chicanes? J'ai pas entendu. Bien. J'ai dit, nous avons cette relation. B est la distance qui sépare deux chicanes. Généralement, l'épaisseur d'une chicane, l'épaisseur E d'une chicane, est négligeable par rapport à la distance B. Donc, je peux approximer AC en négligeant E devant B. Ça me donne ça. Je néglige E devant B. C'est tout. Vous pouvez travailler quand on vous donne E. Vous travaillerez avec celle-là, mais on peut approximer et négliger E devant B. Ça vous donne ça, à peu près ça. D'accord? D'accord, monsieur. N'hésitez pas à me dire que ce n'est pas clair. Je peux reprendre. Parce que c'est la partie la plus importante. Si vous comprenez ça, vous ne pouvez pas vous tromper dans le dimensionnement d'un échangeur tube calandre. Il faut comprendre. C'est la seule partie la plus compliquée, c'est ça. C'est trouver la surface totale offerte côté calandre. Donc n'hésitez pas. Comme je ne peux pas lire ce que vous écrivez puisque j'ai mis le data show, il faut intervenir en parlant dans vos micros. Hein, parce que je ne sais pas ce que vous êtes en train d'écrire. Je ne peux que vous entendre. Alors, s'il n'y a pas de problème, je vais maintenant résumer. Côté tube, nous avons trouvé, il faut raisonner sur un seul tube. Côté calandre, j'ai mis en évidence quelle est la surface offerte à l'écoulement côté calandre, c'est-à-dire la section de passage côté calandre. Maintenant, il me reste un dernier souci. Dans l'expression du nombre de Reynolds, Reynolds, c'est ρ fois la vitesse débitante fois le diamètre, divisé par mu, la viscosité dynamique. Je vais prendre quel diamètre? Je ne suis plus à l'intérieur du tube. Je ne suis plus là. Je suis à l'extérieur. Et il n'y a pas un seul tube dans un autre. Il y en a plusieurs. C'est un faisceau. Monsieur, vous avez changé de diapo? Oui. Non, je n'ai pas encore changé de diapo. Ah, ok. Je n'ai pas encore changé. Maintenant, je vais changer. Donc, je disais, pour calculer Reynolds, pour calculer le nombre de Reynolds, il me faut avoir le diamètre. Comme je dois raisonner sur l'extérieur, je ne suis plus à l'intérieur. Donc, comment je vais faire? Nous allons introduire ce qu'on va appeler, j'ai changé maintenant de diapo, le diamètre hydraulique. Le diamètre hydraulique. Alors, comment fait-on? C'est pas la peine de dire ça, je vais vous résumer. Vous devez, pour déterminer le diamètre hydraulique, raisonner sur un seul tube et l'entourer d'un rectangle ou alors d'un losange. Je m'explique. Je raisonne sur ce tube, et je vais l'entourer d'un rectangle ou alors un losange. Quand est-ce que ça sera un rectangle? Quand j'aurai affaire à un faisceau en ligne. Si c'est rectangulaire, ça sera un rectangle. Si c'est carré, ça sera un carré. Et ici, un faisceau en quinconce. Quand le faisceau est en quinconce, vous devez faire un losange. Maintenant, c'est simple.
je dois déterminer quel est le diamètre hydraulique. Donc, ça sera la surface offerte à l'écoulement, 4 fois la surface offerte à l'écoulement divisé par le périmètre mouillé. Je vais faire ça en détail, tout doucement. Donc, je vais d'abord représenter les pas et mettre la formule du diamètre hydraulique. Voici le pas transversal, voici le pas longitudinal. Longitudinal, transversal, le jour des examens, je ne donne jamais, je ne dis pas que ça c'est transversal et ça c'est longitudinal. Et vous devez les reconnaître. Comment reconnaît-on rapidement? Comment moi je peux reconnaître ça sans avoir mis l'animation? Vous devez tous voir ceci, l'écoulement principal. L'écoulement. L'écoulement vient du haut. Tout ce qui est dans le même sens, c'est longitudinal. Donc ici, ce sera SL. Et tout ce qui coupe le chemin à l'écoulement incident, c'est transversal. C'est tout. Je dois donc impérativement veiller à voir où se situe l'écoulement principal, celui-ci. Si j'avais mis ici de ce côté-là, tout aurait changé. Ça, c'est longitudinal, ça, c'est transversal. Donc voilà, le transversal, ça coupe l'écoulement, et le longitudinal. J'ai rappelé par ailleurs ici la formule du diamètre hydraulique, 4 fois la surface offerte à l'écoulement divisé par le périmètre mouillé. Je rappelle aussi que nous avons... Oui. Pardon, vous pouvez répéter ce que vous avez dit, j'avais perdu le son et l'image aussi. D'accord. Alors, quand je vais vouloir calculer le nombre de Reynolds, il me faut le diamètre. Quand je suis dans la calandre, il me faut un diamètre. Quel diamètre je vais prendre? Comme il y a un ensemble de tubes, je vais raisonner sur le diamètre hydraulique. Bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Par la pensée, je vais entourer un seul tube par un rectangle ou un losange. Je mettrai un rectangle quand ça sera un faisceau en ligne. Je mettrai un losange quand ça sera un faisceau en quinconce. Bien. Alors maintenant, pour calculer ensuite le diamètre hydraulique, il me faut avoir les longueurs et largeurs. Donc j'ai besoin des pas. Le pas, il y a deux pas. Le pas longitudinal et le pas transversal. Il y a aussi le diagonal, mais on s'en fiche pour l'instant. Donc voici ce que nous avons. Comment reconnaître le pas longitudinal du pas transversal? Parce que moi, le jour des examens, je ne vous mets pas. Je vous mets juste ça, et je ne dis pas SL et ST. Alors pour trouver la réponse, c'est très simple. Il faut identifier l'écoulement incident, celui qui vient par en haut. Le voici. Tout ce qui coupe le chemin, c'est transversal. Tout ce qui est dans le même sens, c'est longitudinal. Tout ce qui est dans le même sens, longitudinal. Tout ce qui coupe le chemin, c'est transversal. C'est tout. Donc ça va être ça, c'est du transversal, transversal, transversal. Et ça, c'est longitudinal, longitudinal et longitudinal. Et voici. Voilà. La formule du diamètre hydraulique, comme je l'ai rappelé, c'est 4 fois la surface offerte à l'écoulement divisé par le périmètre mouillé. Bien. Pourquoi j'ai mis directement pi d2? Parce que j'ai que cette partie qui est métallique. Ça, c'est moi qui l'ai mis par la pensée. Ça n'existe pas. J'ai entouré mon tube, je l'ai entouré par un rectangle ici. Par la pensée. Il n'y a pas de rectangle. C'est moi qui le fais par la pensée. Donc ça va être quoi le périmètre mouillé? On va voir la surface offerte à l'écoulement dans les deux cas. Et vous allez voir que ça, c'est exactement égal à ça. Donc on y va, si vous n'avez pas de questions. Je passe à la diapo suivante. Alors voilà. Déterminons la surface offerte à l'écoulement ici. Ça va être très simple. Donc ça va être ce rectangle. Le fluide va entrer par ce rectangle, moins ça. Moins cette surface externe du tube. Donc ça va être longueur fois largeur, moins pi d2 sur 4. Pi d2 sur 4. On va ensuite passer ici.
Est-ce que c'est clair? Donc c'est la veine, ça, cette surface, mais elle ne voit pas ça. Donc je dois retrancher ça. Je dois retrancher ça. Donc ça sera longueur ST fois SL moins pi, le diamètre extérieur au carré sur 4. Revenons maintenant dans le faisceau en quinconce. C'est un triangle. Il y a deux triangles. La surface d'un triangle, c'est quoi? C'est la hauteur fois la base sur 2. La hauteur fois la base sur 2. Comme il y a deux triangles, j'oublie pas. Il faut multiplier par 2. Mais donc c'est quoi? La hauteur, c'est SL. La base, c'est ST, divisé par 2. Mais comme il y a 2, divisé par 2 fois 2, ça me donne ceci. Pour le diamètre hydraulique pour le faisceau en ligne, ST fois SL moins pi, le diamètre extérieur de 2 sur 4, ou la pi R2 au carré, comme vous voulez. Ou alors, la hauteur multipliée par la base divisé par 2 fois 2. J'ai un triangle et un second triangle. Donc le 2 et 2 simplifient. Je me rends compte que dans les deux cas, le diamètre hydraulique est le même. Le diamètre hydraulique est le même. Donc que vous soyez en faisceau en ligne ou en faisceau en quinconce, le diamètre hydraulique est le même. C'est 4 fois ST fois SL moins pi, le diamètre extérieur au carré sur 4. Ou alors pi R2. Pi R2 au carré. Pour le périmètre mouillé, comme je l'ai dit, c'est pi D2. Pi D2. C'est cette surface extérieure. Bien, regardez bien aussi, j'ai fait cette remarque qui est très importante. Le ST n'est pas défini de la même manière que je sois dans un faisceau en ligne ou un faisceau en quinconce. Il sépare deux nappes successives. Là, il sépare trois nappes. La première nappe, la seconde nappe et la troisième nappe. Donc il faut faire attention. Bien, voilà. Pour ce qui est de diamètre hydraulique, j'ai presque tous les éléments en main. Il me manque une toute petite chose, c'est le diamètre équivalent. Le diamètre équivalent qui intervient dans le nombre de Nusselt. Le diamètre hydraulique intervient dans le nombre de Reynolds, et le diamètre équivalent, j'en ai besoin pour le nombre de Nusselt. Donc je vais rapidement vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc comme je l'ai dit, Reynolds fait intervenir le diamètre hydraulique, et Nusselt fait intervenir le diamètre équivalent. Alors, je vais me placer dans un cas très simple. C'est un pas, comme tout à l'heure, qui était en ligne, mais carré, et non pas rectangulaire. Donc ST est exactement égal à SL, j'appelle ça P, le pas P. Bien, donc ici ce sera juste P2. Au lieu de ça, j'aurai P2. C'est-à-dire je remplace ST et SL par P fois P, ça me donne P2 moins pi R2 au carré. Voilà, c'est tout. Maintenant, revenons au diamètre équivalent. Le diamètre équivalent, c'est quoi? C'est toujours 4 fois la surface offerte à l'écoulement, donc le numérateur reste le même, divisé par le périmètre de transfert. Mais c'est quoi le périmètre de transfert? C'est la surface extérieure du tube. Donc ça sera pi D2, ou alors 2 pi R2. Pi D2 ou alors 2 pi R2. C'est exactement le même que celui-ci. Pi D2, c'est-à-dire 2R2. Je remarque par conséquent que le diamètre équivalent est exactement égal au diamètre hydraulique. Donc, résumons, que vous soyez en pas le faisceau en ligne, ou alors le faisceau en quinconce, le diamètre hydraulique est le même. En plus de cela, le diamètre hydraulique est exactement égal au diamètre équivalent. Si je suis dans un cas sympathique, voici comment se réduisent les expressions. Diamètre hydraulique, 4 fois le pas au carré moins pi d2 sur pi d2. Voilà. Donc j'ai maintenant tous les éléments en main. Je peux aller calculer le nombre de Reynolds, ensuite déterminer le nombre de Planck pour arriver au nombre de Nusselt côté calandre, c'est-à-dire Nusselt 2, Reynolds 2 et Prandtl 2. Alors,
Nous avons défini la section de passage quand je néglige l'épaisseur E devant B. Le débit massique, c'est quoi? C'est U2 multiplié par la section de passage qui va être mise là. Le flux massique, c'est quoi? C'est ρ2 U2, c'est-à-dire W divisé par la section de passage. Donc voici la section de passage. AC total, côté calandre. Le débit massique, ρ2 U2 fois la section de passage, total. Le flux massique, c'est ρ2 U2, c'est-à-dire W divisé par AC, par ça. Voici les expressions du débit massique, du flux massique. Il y a une autre expression que je n'ai pas donnée, c'est celle du débit volumique. Ce n'est pas la peine que j'en parle. Le débit volumique, c'est quoi? C'est U2 fois AC. C'est U2 fois AC. Et pas ρ2. C'est tout. Donc, résumons. Côté tube, ce n'est pas la peine trop d'insister. Voici les expressions de Reynolds. J'ai juste pas mis celle du débit volumique. Rank pour arriver à Nusselt 1, c'est-à-dire H1. Et celles côté calandre, les voici. Voici les expressions côté calandre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez saisi, mais normalement c'est fini pour lorsque vous avez des chicanes transversales. Je vais maintenant passer au second cas. Le deuxième cas, il est beaucoup plus simple. Et comment je faisais pour les étudiants de la troisième année, quand le module il était en troisième année, l'épreuve finale, je donnais un échangeur avec chicane transversale, et en rattrapage, je donnais le même échangeur, mais il n'y avait pas de chicane transversale. Je les enlevais. Donc, je leur donnais le même problème, mais je considérais le cas, qu'on va voir maintenant, où il n'y a pas de chicane, il n'y a pas du tout de chicane. Comment se modifient les résultats? Vous allez voir, ça va être relativement simple par rapport au calcul de la surface offerte à l'écoulement. Donc, ça en est fini avec le côté calandre lorsque j'ai un écoulement croisé. Je vais maintenant passer au cas où il n'y a pas de chicane. Le voici. Donc, j'ai toujours mon faisceau, mais il n'y a pas de chicane. On me demande quelle est la surface de la veine fluide, c'est-à-dire du fluide. Je ne veux avoir que le fluide. Le fluide passera comme ceci. Je ne veux pas voir les tubes ni la calandre. Donc c'est simple. Je veux avoir la surface offerte au fluide. Ça sera la calandre, la surface, la section droite de la calandre, diminuée de la surface d'un tube multipliée par le nombre de tubes. C'est tout. Donc la surface de la calandre, pi d2c au carré sur 4, pi d2c sur 4, moins un nombre total de tubes multiplié par la surface externe d'un tube. Pi, diamètre extérieur d2 au carré sur 4. Ça me donne ça. La grande surface, celle de la calandre, moins nt fois les surfaces extérieures des tubes. Là, voici la veine fluide. Par conséquent, le débit massique, c'est, excusez-moi, j'ai pas mis le ρ2, hein, c'est ρ2 U2 multiplié par la surface AC, celle-là. Rien ne change. C'est toujours la même chose. Rho U fois la surface. Le flux, c'est W divisé par AC. Le débit volumique, ça sera U2 fois cette surface. La surface de la veine fluide. D'accord? Donc ça, c'est pour AC. Maintenant, il me faut, pour calculer le nombre de Reynolds et le nombre de Nusselt, les diamètres équivalents et le diamètre hydraulique. Je vais les faire en détail là maintenant. Alors, on va les faire d'abord oralement. C'est quoi le diamètre hydraulique? 4 fois la surface offerte à l'écoulement. Quelle est la surface offerte à l'écoulement? C'est la surface AC. L'écoulement, il ne voit que ça. Il ne voit pas les tubes ni la calandre. Donc 4 fois cette surface divisée par le périmètre mouillé. C'est quoi le périmètre mouillé? Je mouille quoi? Je mouille la calandre et tous les tubes. La calandre, pi dc, et tous les tubes. Pi d2 fois nt. 4 fois AC pour la surface offerte à l'écoulement. C'est la surface de la veine fluide.
divisé par les périmètres, tous les périmètres mouillés. Donc je mouille la calandre, pi dc, plus je mouille de nt, la surface externe du tube, pardon, le périmètre du tube, pi d2, pi d2, fois nt, c'est-à-dire 2pi r2. Maintenant, je vais aller voir pour le diamètre équivalent. Là, il faut être très attentif parce que ce n'est pas la même chose. Alors, pourquoi ce n'est pas la même chose? Le numérateur va être le même. DE, ce sera 4AC. Mais pour le périmètre de transfert, il n'y a pas la calandre, évidemment. Il n'y a pas la calandre. Donc, ça va être comme ceci. NT multiplié par le périmètre d'un tube extérieur, pi d2. Mais il n'y a surtout pas la calandre. Et par conséquent, voici, vous pouvez ensuite accéder au nombre de Reynolds et au nombre de Nusselt. Voilà ce qu'il fallait dire à propos de la méthode pour accéder à H1 et H2 pour déterminer U pour aller ensuite vers la surface A2. La surface A2. La surface totale, c'est la surface S2, pardon, je disais A2, c'est S2. La surface S2 multipliée par le nombre de tubes. Mais c'est quoi la surface S2? La surface S2, la surface extérieure de pi R2L multipliée par NT. Puisque je connais Q point, je le connais, c'est WCP delta T. Puisque je sais maintenant comment faire pour calculer U, j'ai tous les paramètres en main. J'ai H1, H2, je connais la conductivité thermique et les dépôts éventuels. Donc je peux avoir U. Puisque j'ai accès à la delta TML, puisque je connais les 4 températures, il me manque juste ce fameux facteur de correction F. Comment fait-on pour l'avoir? Parce qu'une fois que j'ai F, j'ai tout ça, je vais pouvoir calculer S2, c'est-à-dire L. C'est-à-dire L. Alors j'y vais. Alors ça, c'est juste pour expliquer pourquoi nous avons introduit F, le facteur de correction. Puisqu'il y a du co- et du contre-courant, nous corrigeons la formule delta TML par un coefficient F. Je vais revenir sur ça. Donc voici comment est-ce qu'on fait pour calculer F. Il nous faut calculer deux paramètres, E et R, avec les températures qui sont toutes connues. Je commence par calculer E. Je vais savoir où est-ce que je suis dans les abscisses. Je suis par exemple ici. Pardon, je commence par calculer R. Je suis quelque part ici. Ensuite, je calcule E. C'est quelque part ici. Je monte, l'intersection avec R me donne F. Et j'ai donc mon coefficient F. Et je peux par conséquent arriver à S. À S. Voilà. Bientôt, je vais mettre en ligne deux vidéos. L'une à propos des rebouillards qui comprend. Maintenant, vous pouvez Pour le coefficient E. le coefficient E, oui. Pourquoi on a juste une seule température de deuxième fluide? T2E avec. Ah, ils sont définis comme ceci. C'est pas nous qui les avons fait. On les reverra, vous savez, on les reverra à l'occasion de la méthode MUT. Mais E et R sont définis de cette sorte-là. D'accord? Ce sont des définitions. Mais vous les comprendrez mieux quand on fera, j'espère peut-être avoir le temps, pour faire la méthode NUT. Vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de toutes les températures. D'accord. Eh bien, ce dont on est sûr, c'est que nous avons les 4 températures. Nous avons les températures du fluide 1, entrée-sortie, et nous avons les températures du fluide 2, entrée-sortie. Comme là, vous voyez que dans E, il n'apparaît pas la température d'entrée, de la température 2 de sortie. Mais je ne peux pas vous l'expliquer ici parce qu'on va voir dans la méthode NUT qu'on se met dans des conditions et ces paramètres vont apparaître alors. D'accord? D'accord. C'est clair. Mais E et R sont définis comme de cette sorte-là. Ce n'est pas moi qui les ai définis, ils sont définis comme ceci. Et donc, je dois impérativement vous donner cet abac. Sinon, ah ben j'ai oublié, sinon, vous êtes en train de voir mon écran?
Oui, monsieur. Sinon, il y a un cas où, faites très attention, parfois je ne vous donne pas ça, je ne vous le donne pas, et je ne vous donne pas dans l'énoncé la valeur de f. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ou alors, f est égal à 1. Alors la question c'est, quand est-ce que f il est égal à 1? F ne peut être égal à 1 que lorsqu'il y a du contre-courant. C'est la formule classique. Q point, c'est S, U, delta T ml. US delta T ml. Donc quand est-ce qu'on aura ça? C'est uniquement dans ce cas-là, pardon. Uniquement dans ce cas-là. Quand j'aurai affaire à un échangeur tube calandre, ok, tube calandre, mais il n'y a pas de chicane. Et l'écoulement, il est à contre-courant. Il doit être à contre-courant. Sinon, dans tous les autres cas, F est inférieur à 1 et il faut impérativement que je vous donne cet abac pour que vous puissiez calculer d'abord R pour savoir dans quel cas vous êtes. Ensuite, avoir E pour faire l'intersection avec R et lire leurs données F. D'accord? Donc il y a un cas auquel il faut faire attention. C'est un échangeur qui n'a pas de chicane transversale, aucune chicane transversale. Et l'écoulement, il est à contre-courant. Si c'est le cas, F il est égal à 1. Sinon, dans tous les autres cas, il faut faire le calcul de F. Soit je vous le donne la valeur en données, vous l'avez dans les données, soit je dois vous donner le diagramme, cet abac. Oui. Pour le dimensionnement, monsieur. On cherche à déterminer la surface. Côté tube ou côté calandre? Oui, il me faut la surface. Ah là, il me faut la surface. Il me faut la surface pour avoir les débits massiques et volumiques. Ou là, le flux massique. Parce que j'en ai besoin. Par exemple, le débit massique, c'est quoi? Le W, c'est ρ, U fois la surface. Donc, il me faut la surface côté calandre. Côté tube, elle est très simple. C'est la surface intérieure d'un seul tube. Mais côté calandre, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de surface. Donc, on a fait toute la méthode pour trouver AC. A indice C. C'est que j'ai déterminé, c'est la distance qui sépare deux chicanes, longueur fois largeur, multipliée par le nombre de tubes présents au centre de la calandre. Donc le dimensionnement, centre. c'est juste le calcul des surfaces, donc l'AC ou le... Voilà. Ça, là, je fais tout ça. Non, le dimensionnement, c'est pour arriver à la longueur d'échangeur. Je fais tout ça pour avoir Reynolds, pour pouvoir accéder à Nusselt, pour calculer H. Parce qu'on bat comme d'habitude, une fois que vous avez les surfaces, à quoi ça me sert? Pour trouver Reynolds. Mais à quoi il me sert Reynolds? Pour savoir si l'écoulement est laminaire ou turbulent, pour choisir la corrélation. Une fois que j'ai la corrélation, c'est pour déterminer Nusselt. Mais en fait, je cherche quoi? Je cherche H. Mais tout ce travail-là, il est fait pour quoi? Pour avoir H? Non, pas pour H. Pour avoir U. Et U me permet ensuite de remonter à la surface S2, puisque je connais le flux. Flux, c'est US delta TML. TML connu. U connu, le flux connu, je peux tirer facilement S, la surface. D'accord, monsieur. Une question est souvent posée, enfin, elle m'est souvent posée, mais elle peut vous être posée. Certains diront, c'est pas possible de calculer la surface. On ne connaît pas le rayon, il y a deux inconnus. On n'a pas le rayon, on n'a pas L. Depuis RL, on n'a pas le rayon, on n'a pas L. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, on a les rayons. On vous dit, au niveau du magasin, nous avons des tubes qui font 2 cm de diamètre. Donc, par contre, nous ne savons pas combien de tubes il faut mettre. Est-ce qu'il faut 100 tubes, 200 tubes? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est 100 tubes? C'est la longueur. J'ai la surface depuis R2, je l'ai, mais je ne connais pas L. Tube. J'ai des tubes de 6 mètres qui font 2 cm de diamètre. Mais combien je vais mettre de tubes dans mon faisceau? 100, 200, 40, 30? Comment vous faites? C'est la longueur totale divisé par un tube, il fait 6 mètres, vous avez le nombre de tubes. Tout ça, je ne vous le dis pas parce que ça a été présenté dans le TD. Mais donc, il faut être averti. Je vous ai présenté les éléments qui vous serviront à déterminer quoi? La longueur. Oui. Mais je n'ai pas insisté sur le reste parce que vous l'avez vu en troisième année et je l'ai repris au premier semestre. Le dimensionnement du double tube. L'échangeur double tube. Est-ce qu'il y a d'autres questions?